Donc, bonjour à tous, on va commencer. Et aujourd'hui, on va parler de sécurité, de comment automatiser ces contrôles de sécurité et arrêter de cacher nos failles sous notre lit. Donc, pourquoi moi je viens parler de sécurité et pourquoi tout particulièrement en ce moment? C'est parce qu'il y a les JO qui arrivent et au moment des JO, il y a tout le monde qui regarde un peu ce qui se passe en France. Il y a les médias qui regardent, il y a des gens qui viennent en France, etc. Et donc, ça fait aussi une super pub pour les attaquants quand s'ils arrivent à hacker les systèmes et à bloquer des choses, des organisations en France. Pendant les JO de Tokyo, il y a eu une énorme montée de l'attaque, des attaques sur le Japon. Et on s'attend du coup à la même chose en France. Donc, moi, il y a une petite carte que j'aime bien, qui a été créée par Kaspersky et qui montre en temps réel les différentes attaques qu'il y a dans le monde. Et donc, on peut voir, la France, c'est le pays numéro 16 le plus attaqué en ce moment. Sachant que ça change évidemment au fur et à mesure de la journée, des heures, qui est réveillé à quel moment. Mais souvent, les premiers pays, c'est la Chine et les États-Unis. Mais pendant les JO de Tokyo, on a vu le Japon passer en première place. Et donc, on s'attend à la même chose pour la France et à 4,5 milliards d'attaques pendant les JO en France. Hop, je vous enlève ça parce que c'est un peu hypnotisant, moi, je trouve. C'est assez fun. Parfois, je passe un peu de temps à regarder ce qui se passe et tout. Il y a les catégories d'attaques, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à y faire un tour aussi. Donc, moi, je suis Marine Duménil. Je suis développeuse à la base. Maintenant, je suis aussi tech lead d'une équipe et je m'occupe tout particulièrement de la partie cybersécurité au sein de Théodo. Mes convictions, c'est que c'est essentiel de faire de la sécurité ensemble et qu'on ne peut pas faire de la sécurité dans une tour d'ivoire, à côté loin des devs, sans connaître ce qui se passe sur le terrain. Et justement, que ce qu'il faut faire, c'est automatiser au plus proche des développeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les aider, les accompagner sur ce qui est fait au quotidien, sur les failles au quotidien. Et ce que je veux montrer, c'est que la sécurité, c'est cool, c'est des super choses à mettre en place, et que pour que les gens trouvent aussi que c'est cool, il faut leur simplifier la vie. Un très bon exemple de ça, c'est les gestionnaires de mots de passe. Parce que un gestionnaire de mots de passe, ça aide les gens, ça sécurise énormément, ça évite que quelqu'un utilise le même mot de passe partout. Je suis sûre que c'est pas du tout votre cas, mais ça peut être le cas de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos copains qui connaissent pas trop la sécu. Et donc, un gestionnaire de mots de passe, ça va permettre d'avoir plein de mots de passe différents, normalement à peu près sécurisés parce qu'il y a déjà des règles par défaut de la taille, etc. Et j'ai plus besoin de m'en rappeler. Donc, c'est vraiment super facile, j'ai plus rien à gérer. Et l'idéal, c'est de créer tous ces outils de sécu qui vont aider au quotidien les gens à mieux faire leur métier, à mieux faire leur boulot, en leur simplifiant la vie. Donc Théodo, c'est une entreprise de conseil et de développement logiciel. On développe principalement des applications web et on fait aussi du mobile et du cloud et un peu de data. Et on travaille donc sur plein de langages différents, plein de projets différents. Donc c'est aussi un peu un challenge pour notre équipe de sécurité de gérer tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que c'est, pourquoi les équipes elles ignorent leurs failles de sécurité, qu'est-ce qui se passe dans les équipes. On va parler d'automatisation et puis ensuite on parlera de méthodologie Lean. Je vous expliquerai un peu ce que c'est. Donc il y a très probablement des failles de sécurité dans vos applications et elles sont ignorées. Il y a une étude qui a été faite en 2020, donc plutôt Amérique du Nord et Canada, mais souvent, c'est des choses qui se retrouvent aussi en Europe, où ils ont trouvé 50% des applications web qui contenaient une faille critique. Une faille critique, c'est de l'accès à des données personnelles des utilisateurs ou de l'exécution sur le serveur. Donc, on peut faire encore plus de choses, accéder à tout le code, etc. Évidemment, c'était des équipes qui ne savaient pas qu'il y avait ces failles de sécurité. Mais en plus, c'est que les critiques. Donc, ça veut dire que d'autres failles mineures pouvaient être présentes aussi sur les applications. Et qu'est-ce que moi j'entends par ignore ? Il y a vraiment deux manières d'ignorer les failles. C'est un peu ce que je disais au marché aux poissons ce matin. Je ne sais pas si vous étiez là, mais
c'est on peut ne pas savoir qu'il y a des failles, parce que personne n'est jamais allé regarder, parce que personne n'était sensibilisé à la sécurité. Mais il y a aussi des cas, et je le vois quand même assez souvent, où on sait qu'il y a une faille parce qu'elle a été remontée dans un audit, parce que quand on a codé la feature, on s'est dit on prend un raccourci parce que là, il faut délivrer vite et on reviendra dessus plus tard. Parce que juste un développeur, à un moment, est passé sur un bout de code et il a regardé et il s'est dit, tiens, c'est bizarre ça, faudrait qu'on aille creuser un jour. Et puis ça, c'est connu, mais personne s'en occupe. Donc voilà, c'est des problèmes de sécurité. Et alors, pourquoi ces failles, elles sont ignorées? Est-ce que vous avez des idées de pourquoi on ignore nos failles? Il y a quelques... ouais. Ouais, on ne sait pas les résoudre. Ouais. Pas de budget. Ouais. Les devs ont la flemme. Terrible. Ouais. Ouais, pas de temps. Ouais, c'est vrai, l'impact, quand est-ce que... si ça va arriver ou pas. J'ai vu une main aussi, ouais. Passer de triage dans... Ah, il y a trop de failles et on ne sait pas ce qu'on priorise. Ouais. Voilà, là, ça devient terrible. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais... donc ouais, c'est plein de bonnes, enfin de mauvaises raisons, mais de raisons qui arrivent. Donc effectivement, le fait que ce soit complexe, la sécurité c'est pas simple pour les devs, mais alors imaginez pour le métier derrière, quand on doit expliquer aux métiers ce qui se passe, déjà faut leur expliquer notre petit schéma d'archi tout simple. On simplifie beaucoup, etc. Et ensuite, quand on leur dit la sécurité, en fait, il faut la faire à tous les niveaux. Et les failles de sécurité, ça peut arriver partout. Ça peut arriver dans mon front, ça peut arriver dans mon back, ça peut arriver dans mes dépendances, ça peut être quelqu'un que j'appelle qui m'envoie du code malveillant. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ça peut être même un admin qui met un fichier vérolé dans mon application. Donc, c'est assez complexe à gérer. En plus, rien que les dépendances vulnérables, par exemple, il y a en moyenne 50 nouvelles CVE qui sortent par jour. Donc les CVE, c'est les Common Vulnerability Exposure, c'est celles qui sont connues et qui remontent. Et donc, ce n'est pas 50 qui concernent votre application, évidemment, mais il faut quand même que quelqu'un soit au courant de laquelle concerne mon application ou pas. Est-ce que moi, dans mon appli, j'ai Log4j à la version qui est vulnérable? Est-ce que je suis concernée par la nouvelle vulnérabilité polyfile, etc. Donc c'est vraiment c'est complexe. Et d'ailleurs, c'est pas parce que je suis à la version vulnérable que je suis vulnérable. Mais alors, comment on explique tout ça? Ça devient rapidement très complexe pour les équipes techniques. Et puis, il n'y a pas forcément de la connaissance de comment on va corriger derrière. Il y a aussi le manque de responsabilité. Donc, ça vient avec effectivement la priorisation. Moi, j'aime beaucoup cette phrase et je la dis beaucoup à mes équipes. C'est quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable. C'est toutes ces réunions où vous êtes allés et pour remonter un problème, ça a été créé par, j'en sais rien, il y a le PO qui a dit dans l'audit de sécurité de la semaine dernière ou du mois dernier, il y a eu 5 vulnérabilités remontées. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, pendant la réunion, tout le monde parle, tout le monde donne un peu son avis. On fait ci, on fait ça, on fera ça. Et puis le on, c'est personne. Et puis un an après, quand il y a le nouvel audit, là, c'est la catastrophe en fait. On n'a rien corrigé de tout. Et encore, j'espère qu'il y a des audits tous les ans. Enfin, il faut quand même qu'il y ait déjà un peu d'awareness de sécurité. Mais donc, c'est vraiment ce on qui est vraiment personne et qui fait que ça ne va jamais être priorisé. Si ce n'est pas tiré par un membre de l'équipe, ça va passer derrière toutes les priorisations des tickets, des features, des bugs qui vont impacter les utilisateurs qui vont être plus visibles. Donc, ça ne va pas du tout être fait. Donc voilà, on ne va pas prioriser ces sujets. Et les membres de l'équipe, ils ont déjà 5 casquettes à gérer, entre ceux qui font une partie d'Ops, ceux qui font la gestion de la data, de faire des dashboards pour le PO, et qui sont toujours des trucs plus prio à faire que la sécurité. Et puis le dernier point, c'est l'impact non immédiat. Il y a des gens qui me disent on ne connaît pas l'impact, justement, donc c'est ce qu'on disait un peu, et qui me disent on ne sera jamais attaqué. C'est faux. Vous ne serez pas jamais attaqué. Déjà, vous êtes attaqué tout le temps,
en fait, juste que vous vous en rendez pas forcément compte. Il y a des bots qui passent sur Internet, des attaquants qui font passer des petits scans et des petits bots qui testent des choses. Il y a 2 jours sur mon application, j'avais pas prévu ça dans le talk, mais ça m'est arrivé il y a 2 jours. Il y a le SOC de mon appli, ils ont dit attention, on a détecté qu'il y avait une injection SQL. Et donc on regarde, en fait c'est juste un bot qui est passé, et puis dans un des champs, il a testé une injection SQL. Et alors heureusement, on est protégé, on a un WAF, en plus on a des requêtes paramétrées, etc. Mais voilà, ça c'est tout le temps, il y a des bots qui passent et puis qui vont tester différentes choses. Sur la faille de Log4j qu'il y avait eu il y a quelques années, et au bout de 6 jours, les attaquants ils avaient déjà créé des bots qui passaient et qui scannaient plein d'applications, pas que du Java, hein, de toute façon ils n'en savent rien, donc ils testent plein d'applis, et puis ils prennent le petit code de l'exploit et ils regardent si ça marche. Et alors ils n'en ont rien à faire que ce soit votre application précisément qui soit attaquée. C'est pour ça ils vont pas m'attaquer moi. Non, mais en fait, ils viennent pas vous attaquer vous. Mais par contre, si dans leur outil, ça remonte « Ah, cette application est vulnérable », et ben là, ils vont aller creuser. Ils ont leur première porte d'entrée. Ça leur a rien coûté. Ils ont juste fait tourner leur petit bot. Ça leur a rien coûté parce que souvent, c'est des bots de machines qu'ils ont infectées avant. Donc, ils payent même pas les bots. Et donc, ensuite, ils vont aller voir un peu ce qui se passe derrière. Ils se disent, s'il y a une première faille, probablement qu'il y en a d'autres. Et du coup, ils finissent par compromettre tout le système. Donc la question, c'est pas si ça va vous arriver, c'est quand. Si vous corrigez jamais vos vulnérabilités, si vous les laissez un peu de côté, il y a un jour, les attaquants, ils auront un script suffisamment évolué ou suffisamment précis pour que ça concerne votre application. Et donc, c'est hyper important de corriger au fur et à mesure. En plus de ça, peut-être que vous allez regarder vos failles et puis vous allez trouver une petite fourmi. Peut-être que c'était rien. Un bug, c'est un défaut de conception ou de réalisation d'un programme informatique et qui entraîne des anomalies de fonctionnement. C'est vraiment, en fait, une faille, c'est un bug. C'est quelque chose qu'on n'a pas voulu coder, mais qui est arrivé. Donc c'est souvent c'est un cas limite, c'est quelque chose que j'ai pas bien géré dans mon application au moment où j'ai développé, et donc qui peut arriver. Attention, c'est pas parce qu'il y a une fourmi qu'il n'y a pas la fourmilière derrière, mais en tout cas c'est déjà parfois c'est assez on peut trouver un tout petit truc. Et bon, il y a un peu des différences quand même. C'est vos bugs parfois ils vont être remontés par le métier, le PO qui teste ou un utilisateur. Là, ça va pas être le cas. Ou alors ça va vous coûter cher, soit parce que c'est un programme de bug bounty, donc quelqu'un qui trouve des failles pour de l'argent, donc il va falloir le payer, soit ça va être un attaquant, et là, ça peut vous coûter aussi très cher, ça peut vous coûter cher en image de marque, ça peut vous coûter cher en amende aussi, donc assez compliqué. Et parfois, c'est aussi difficile de mesurer l'impact, parce que on peut trouver justement une mini-faille dans son application, un petit bug, un petit morceau, il peut y avoir, je sais pas, un header qui donne une petite information. Mais en fait, peut-être que cette faille, cette information, elle va permettre de trouver une autre faille, elle va faire que le bot de l'attaquant, il va détecter, enfin, il va signaler qu'il y a quelque chose à regarder et que là, vous allez vous faire plus précisément attaquer. Et du coup, parfois c'est complexe, on ne sait pas toujours comment corriger, et c'est possible que ça puisse toucher plusieurs équipes, que ça puisse être dans la culture de l'entreprise, donc ça peut être assez compliqué à corriger. Donc, qui connaît l'OWASP? Ok, une bonne partie des mains, je pense que c'est plus des 3/4. Donc l'OWASP, c'est Open Worldwide Application Security Project, c'est une organisation qui travaille sur la sécurité, initialement surtout sur le web, avant W c'était web et c'est devenu worldwide, et donc maintenant ils font aussi sur de l'applicatif, sur du cloud, etc. Et donc ils font plein de projets de sécurité pour aider à sécuriser, et ils font aussi tous les 3-4 ans à peu près un top 10 des plus grosses failles, donc celles qui vont être les plus impactantes et les plus retrouvées dans un benchmark d'application. Et c'est très utile pour déjà se dire où est-ce que je veux aller sécuriser dans mon application. Donc si on prend le top 1, c'est le contrôle d'accès qui est cassé, du mauvais contrôle d'accès. Moi je me dis c'est super, je vais prendre le top 10 et puis je vais aller regarder mon application. Donc
prends le contrôle d'accès, et puis je vais regarder sur toutes mes API, et puis en fait, je me rends compte que j'ai quand même 300 endpoints dans mon API, et que en fait, je connais pas toutes les règles métiers, je sais pas si c'est seulement un admin, par exemple, qui a le droit d'aller récupérer les factures, ou qui doit générer le bilan de la transaction X, et je sais pas, en fait. Donc, c'est super compliqué de gérer aussi toutes ces failles métiers. Donc, un peu le but de cette première partie, c'est de montrer que c'est nécessaire d'automatiser, qu'on peut pas tout chercher à la main, on peut pas tout trouver. Les 50 nouvelles CVE par jour, il y a plein de choses pour automatiser. Nos failles métiers, il y a plein de nos failles dans notre front, dans notre back, dans notre service externe, il faut automatiser. Si vous êtes serein sur votre application, sur la sécurité, et que vous n'avez pas automatisé, en fait, c'est comme quand vous êtes chez vous et qu'il y a le feu qui se déclenche et vous êtes en train de dormir et il n'y a pas d'alarme incendie. En fait, vous n'allez pas vous en rendre compte. Peut-être vous avez des voisins sympas, c'est quand même un peu les hackers éthiques qui vont vous aider, mais souvent, c'est pas ça qui se passe. Souvent, vous êtes dans le feu et puis ça finit très mal. Donc, il faut automatiser pour aller mieux. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Moi, il y a un outil que j'aime bien, donc que je vais vous présenter, qui s'appelle SemGrep, et ça permet de trouver des failles classiques dans son application. Donc, ça s'installe super facilement. Faut se créer un compte quand même. Avant, c'était un peu plus simple, ça devient un peu plus compliqué. Mais bon, ça reste quand même hyper intéressant à tester sur son application. Et donc, on lance la petite commande SemGrep login, on se log et on lance un SemGrep CI. Et puis, ça va nous analyser. Donc là, moi, j'ai utilisé JuiceShop. JuiceShop, c'est un des projets de l'OWASP. C'est une application qui est volontairement vulnérable, avec plein de failles différentes. Donc bon, ça prend un peu de temps à mouliner, etc. Donc je l'ai fait tourner en amont. Et hop, on va zoomer un peu. Et donc, ce que ça renvoie, c'est un rapport, comme ça, avec toutes les failles qui remontent. On peut les trier par sévérité, on peut les trier par là où il y en a le plus. Ça nous donne à chaque fois une petite explication de ce que c'est. Donc là, c'est un directory traversal. Ça veut dire qu'on pourrait écrire à un autre endroit ou aller récupérer à un autre endroit que là où normalement les fichiers sont uploadés. Et on peut même, il nous dit même à quel endroit c'est. Donc là, on peut voir que on peut cliquer sur le lien et ça nous emmène directement à la bonne ligne de code de mon application. À quel endroit? Là, effectivement, je rajoute un fichier et je vérifie pas que le fichier c'est juste un nom. Je pourrais mettre un point slash, etc. et remonter dans mon arborescence de fichiers. Donc, c'est assez pratique. Voilà, il y a plein d'infos. Il y a aussi des détails sur la faille, sur même comment elle est analysée, le pattern côté SemGrep, et puis comment ça pourrait être exploité, d'où ça vient comme faille. Donc, c'est très, très pratique comme outil, et ça permet déjà de remonter pas mal de vulnérabilités dans votre application. Ça peut être une première chose à passer pour justement trouver des failles. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, SemGrep, ça propose pas trop de solutions. Après, comme c'est lié à l'OWASP, il y a ensuite des choses qu'on peut chercher dans... voilà, ça envoie des références sur l'OWASP. Donc, ça va pas proposer la solution telle quelle pour le bout de code précis. Mais en allant sur le site de l'OWASP, là, je vois qu'est-ce que c'est un pass traversal. Et ça me donne un peu des indices sur comment me protéger. Il y a aussi des cheat sheets. Enfin, bon, voilà, il y a des exemples, etc. Donc, ça permet aussi d'avoir pas mal d'infos sur la faille et sur comment s'en protéger. Et moi, c'est un truc que j'aime bien faire dans mes équipes. Quand je vais les voir, on passe déjà ça. On le laisse tourner en arrière-plan pendant qu'on parle d'autres trucs de sécurité. Puis, ça permet d'avoir au moins une idée. Et parfois, il y a quand même des faux positifs aussi. Et puis, ça ne détecte pas les failles métiers. Donc, il faut quand même pas parler des failles métiers avec l'équipe. Puis, on en parle dans la partie juste après. Mais ça déclenche aussi des discussions parce que sur le faux positif, on va pouvoir voir pourquoi c'est un faux positif, pourquoi nous, on n'est pas touchés, et pouvoir l'analyser. Et ou sinon, pourquoi on est impacté par cette faille et former l'équipe au passage.
Donc, voilà, c'est cool, ça nous a déjà détecté, ça peut déjà nous détecter pas mal de vulnérabilités sur nos applications, mais c'est pas suffisant. Et en plus, si on a une vulnérabilité qui arrive, bah justement, c'est la petite fourmi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas la fourmilière derrière avec les milliers de fourmis, parce que souvent, bah, quand on a introduit une faille, c'est qu'on savait pas que c'était une faille et on l'a probablement introduit à d'autres endroits aussi dans notre code. Parce que bon, bah, y a beaucoup de copier-coller, mais il y a aussi, bah, quand je code, si j'ai des pratiques de développement habituelles, je vais continuer à coder de la même manière tant que personne ne m'aura dit attention, ça c'est dangereux. Donc pour ça, il y a un outil qui est dans la méthodologie Lean qui s'appelle le QRQC, qui fait du Lean, de la méthodologie Lean. Ok. Bon, il y a 3 mains, mais donc la méthodologie Lean, c'est quelque chose qui vient des usines Toyota. Donc pas du tout du monde du développement, ça vient vraiment du monde industriel. Et l'objectif, c'est creuser les défauts qu'on a. Donc on va aller sur le terrain et trouver des contre-mesures sur nos défauts. À la base, c'est plutôt sur des bugs, du coup, que ça a été fait. Mais comme une faille, c'est un bug, ben, on peut aussi faire ça. Donc dans les usines Toyota, ce qu'ils font, c'est quand il y a un défaut sur une pièce, ils arrêtent tout et ils vont regarder la pièce précisément. Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi son défaut? Comment c'est arrivé? Et puis on va analyser tout dans la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? On va faire pareil sur du code. On va aller regarder précisément le code. Pourquoi il y a eu la faille qui est arrivée? On va aller regarder précisément aussi sur le poste du développeur qui a codé cette faille. Bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est qu'il avait un mauvais setup parce qu'il n'avait pas bien activé des outils, ou est-ce que c'est qu'il n'y avait pas les bons outils pour l'aider à ne pas coder une faille? Donc on va aller vraiment regarder ce qui se passe et on va aussi aller regarder la donnée réelle. Est-ce qu'on a des logs? Est-ce que la faille elle a été exploitée ou pas? Comment ça s'est passé? Vraiment comprendre comment on en est arrivé là. Donc QRQC, qu'est-ce que ça veut dire? On dit aussi Dantotsu, c'est un autre nom de cette méthode. C'est Quick Response Quality Control. Donc ce qu'on va faire, c'est on va identifier notre problème, on va le caractériser. Donc là, c'est une faille de sécurité de type XSS qui est sur tel endroit de mon application. On va sécuriser, donc corriger là dans mon cas. Et ensuite, on va aller faire une analyse de mes causes racines, d'où c'est venu, mettre en place des actions qui vont corriger sur une plus grande partie de mon application, et puis capitaliser sur cet apprentissage. Si j'ai appris quelque chose, je vais aller le partager ensuite autour de moi, je vais aller le partager dans les autres équipes, le partager à d'autres développeurs. Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de configuration d'outils? Plein de raisons. Et donc, aller voir ce qui se passe. Dans l'industrie, il y a déjà eu des super résultats, donc ça peut nous aider aussi à faire ça dans le domaine du développement. Donc chez Valeo, par exemple, ils ont atteint 0 défaut sur certains sites. Chez Safran, ils l'ont fait sur leur taux de livraison et sur la qualité de leurs produits, et ils ont augmenté leur taux de livraison et la qualité des produits qu'ils envoient. Donc pour ça, c'est aussi important d'étudier le système avec l'ensemble des connaissances qui sont nécessaires pour l'application. Justement, quand je vais voir les équipes et puis qu'on fait cette analyse, c'est pas toujours clair. Est-ce que c'est une vraie faille métier ou pas? Parce que parfois déjà, il y a des auditeurs qui nous remontent des failles et en fait, on n'est pas vulnérable. Donc faut voir est-ce que c'est vrai ou pas. Si un auditeur il a fait tourner juste un dependency check, un check des dépendances dans son application, il a peut-être trouvé des trucs, mais peut-être qu'on n'est pas vulnérable. Peut-être que la faille justement, est-ce que j'ai le droit de télécharger le bilan comptable? Est-ce que c'est vraiment une faille? Qui a le droit de télécharger ce bilan comptable? Est-ce que c'est un admin? Est-ce que c'est seulement le représentant d'une entreprise? Est-ce que n'importe qui de l'entreprise? Est-ce que tout le monde peut télécharger un bilan comptable? Est-ce que c'est une donnée publique? On n'a pas toujours cette connaissance, donc il faut cette connaissance métier aussi. Et puis, il faut la connaissance de l'application. C'est super, mais quand je vais voir les développeurs, du coup, et qu'on fait une petite séance, on fait des petites séances de 45 minutes, et que justement, je leur dis, est-ce que vous pensez qu'il y a des failles dans votre application et où? Et bien, souvent, ils ont une idée. Ils se disent, ah, mais à tel endroit, on fait un webhook et on vérifie pas la clé de l'API, ou à tel endroit où on a fait un raccourci, et donc on n'est pas sûr que ce soit bien fait.
Et il n'y a pas si longtemps, je l'ai fait dans mon équipe, donc l'équipe où je suis tech lead. Je le fais assez rarement, ce qui est vraiment dommage, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai un de mes développeurs qui m'a dit « Ah bah oui, il y a une route que j'ai codée il y a 2 semaines, et ben j'ai pas mis le bon contrôle d'accès. » Et je m'en suis rendu compte après, parce que j'avais pas bien compris le besoin métier. Et donc, j'avais une faille dans mon application, parce que le développeur, il l'avait pas remonté. Donc, alors, j'espère qu'il l'aurait remonté. On n'est pas encore en prod et tout, mais bon, j'espère qu'il l'aurait remonté avant la mise en prod, parce que c'est quand même super problématique qu'il ait codé ça et qu'on n'en ait pas parlé ensemble. Mais du coup, ce point, ça a permis de remonter ça, qu'il se rappelle qu'il avait codé ça, et donc on a pris un ticket pour corriger. Et c'était pas évident à corriger, donc c'est pour ça aussi qu'il n'en avait pas trop parlé, parce qu'il savait pas trop quoi faire. Mais du coup, il faut former aussi à en parler, à en discuter en équipe. Donc, pour résoudre nos failles, donc, on fait des QRQC. Nous, on a un petit template qu'on utilise dans mes équipes, et qu'on va, comme ça nous permet déjà d'avoir un schéma de pensée, mais c'est pas obligé que ce soit ce template-là que vous utilisez sur vos équipes. Ça peut être des templates de post-mortem, etc. Il y a plein de choses différentes qui sont possibles pour analyser nos failles. Du coup, on va prendre un exemple concret. Donc, moi, j'ai eu une faille de contrôle d'accès qui est arrivée il y a un peu plus d'1 an et demi. Bon, j'ai un peu changé les choses, mais pour la simplifier, mais on imagine que c'est ça. Donc, c'est en tant qu'utilisateur, on pouvait changer le compte de n'importe quel utilisateur sans être connecté. Donc, je vais zoomer un peu sur les différentes parties et puis on va aller analyser ce qui se passe. Donc, d'abord, on veut expliquer ce qui s'est vraiment passé pour notre utilisateur. Donc là, ce que je viens de vous dire, donc on pouvait changer le compte sans être même connecté. Donc ensuite, on va regarder justement le Gemba, le lieu, le terrain, le réel. Du coup, dans la méthodologie Lean, il y a beaucoup de mots japonais, parce que voilà. Mais souvent, c'est cool pour les devs, ils sont plutôt contents, donc c'est une bonne chose. Et donc, on regarde donc moi, je fais du Spring sur mon application, donc c'est du Spring, mais ça pourrait être sur autre chose. Et donc, on regarde, et effectivement, on voit que la fonction de Creator Update User, il n'y a pas d'annotation pre-authorize. C'est comme ça qu'on fait, c'est notre standard de code sur notre application. Normalement, pour le contrôle d'accès, on met un pre-authorize. Et là, il n'y en a pas. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Donc, on va analyser 2 causes différentes. On va analyser la cause d'occurrence, donc c'est comment est-ce que c'est arrivé. Et on va aussi analyser la cause d'outflow. Donc là, c'est pourquoi c'est arrivé jusqu'en production. Parce qu'entre, il y a le moment où le développeur il code la faille, mais il y a aussi le moment où ça s'est mergé en prod, et comment ça se fait que ça arrive jusque-là. Donc d'abord, l'occurrence. Donc j'analyse pourquoi mon défaut il a été introduit. Donc Justine, qui est développeuse sur l'équipe, elle a copié la fonction de création du compte utilisateur. Dans notre application, c'est une application qui est ouverte à tous, et donc n'importe qui peut se créer un compte. Donc c'était normal que la fonction de création, elle n'ait pas de pré-authorize. Et quand elle l'a copié-collé, modifié, je crois, dans ce cas-là, elle n'a pas pensé aux autorisations qui étaient nécessaires. Et donc, ce qu'on s'est dit, on a un peu réfléchi, on s'est dit, on va ajouter une annotation explicite pour nos contrôleurs, pour dire, là, c'est normal que ce soit accessible à tous. On ajoute un pre-authorize permit all. On se dit, comme ça, si un développeur il copie-colle, il va plus se poser la question, est-ce que c'est normal qu'il y ait un permit all? Et quand quelqu'un va aller relire la PR ou la MR derrière, il va aussi plus se poser la question, parce qu'il y aura la petite ligne pre-authorize permit all. Donc c'est déjà un moyen. Et aussi dans le ticket, Léo, notre product owner, il n'avait pas précisé, est-ce qu'il fallait être authentifié? Bon, on se doute que oui, mais est-ce qu'il fallait, en fait, est-ce que c'était que les admins qui devaient pouvoir modifier les comptes? Est-ce que c'était que la personne elle-même qui pouvait modifier son compte? Est-ce que c'était son manager? On ne savait pas. Il n'y avait pas eu de clarification métier de qui pouvait modifier ce compte. Et donc, on va pouvoir utiliser ce support, utiliser cette faille, cette pièce réelle pour le former et lui expliquer qu'est-ce que c'est du contrôle d'accès, quel est l'impact s'il ne nous précise pas quel contrôle d'accès il faut mettre. Et du coup, ça va être beaucoup plus clair pour lui qu'est-ce qu'il aurait dû faire sur la feature, pour expliquer ce qu'il fallait mettre comme contrôle d'accès. Et ensuite, on analyse donc la cause d'outflow, comment on est arrivé jusqu'en prod. L'idée, c'est de partir du plus proche du développeur. Est-ce qu'on aurait pu le détecter dans son IDE, par exemple, jusqu'au plus loin du développeur, donc quand c'est passé en prod. Donc là, le contrôle d'accès, il n'est pas vérifié sur les différentes routes. Donc
une chose qu'on peut faire sur cette route, c'est ajouter un test qui renvoie une 403 si par exemple mon utilisateur n'est pas authentifié. Pardon. Et aussi, autre chose qu'on peut faire, là c'est ce qu'on a fait, c'est on ajoute même un test générique qui va vérifier qu'il y a toujours un pré-authorize sur nos fonctions. Parce que demain, j'ai peut-être un autre développeur qui va recréer un contrôleur et une route et qui va pas mettre de pré-authorize directement dessus. Et donc ça, c'est le test qu'on a créé. Donc c'est un fitness test, c'est un test de vérification de l'architecture de notre application. Et là-dedans, on va vérifier, est-ce que nos contrôleurs, ils sont secured? Secured, ça veut dire, est-ce qu'ils ont l'annotation pre-authorize? Donc on récupère les annotations du contrôleur et on vérifie qu'ils ont bien cette notation. Et depuis qu'on a mis ce test, il a déjà fail 3 fois. Donc voilà, en 1 an et demi, on a déjà fait fail ce test 3 fois. Toutes les fois, ce n'était pas des vrais fails. Hein. Il y avait des cas où il y avait des permits all qui juste n'avaient pas été mis. Donc la route devait bien être publique, c'était normal. Mais il y a au moins une fois où ce n'était pas le cas. Donc c'est la preuve que c'était utile. Et donc moi, je suis contente qu'on ait mis ce petit test et que maintenant, ça aide quand même les développeurs à ne pas remettre des routes sans contrôle d'accès. Donc voilà, ça c'était le QRQC. Et du coup, grâce au QRQC qu'on fait sur toutes nos différentes failles, on a aussi pu créer d'autres outils ou mettre en place d'autres outils qui nous aident au quotidien. Donc sur mon projet Spring, tout à l'heure j'ai dit 300 endpoints, mais en fait j'en ai 436. Donc c'est vraiment beaucoup. Et du coup, je ne peux pas aller analyser à la main toutes les routes. Parce que bon, maintenant je sais qu'ils ont tous un pre-authorize, mais ça ne me protège pas du fait que quelqu'un mette un permit all. Ça ne me protège pas du fait que quelqu'un mette un pre-authorize qui en fait correspond pas au métier. Si je mets juste un is authenticated alors que ça devrait être une fonction qui est accessible que aux admins, j'ai quand même une faille de contrôle d'accès. Et souvent, les personnes qui ont cette connaissance, c'est aussi le métier. Et donc, justement, quand la fonctionnalité n'a pas été bien expliquée, le PO, il n'a pas dit qu'est-ce qu'il fallait mettre comme contrôle d'accès. Si le développeur, il ne l'a pas demandé aussi, on se retrouve dans un cas où on est vulnérable. Et donc, ce que j'ai fait, c'est sur mon projet, j'ai développé un petit outil open source qui va me mettre toutes mes routes analyser toutes mes routes et me mettre la méthode et le pré-authorize qui est associé. Et en fait, ça, ce qui est très cool, c'est que c'est lisible par mon PO, par mon métier. Et donc, on a mis ça en place, on le regarde de temps en temps. Et donc, ils peuvent dire « Ah, mais c'est très bizarre, le search client, en fait, ça ne devrait pas être accessible aux users, mais qu'aux managers. » Ah bon? Je ne savais pas. Du coup, on peut corriger, on peut mettre un ticket en place pour corriger. Et en plus, c'est trop cool parce que, vu qu'on en a pas mal parlé avec nos différentes personnes du métier, eux, ils ont commencé à même faire la même matrice de leur côté sur les fonctionnalités. Quand ils créent une nouvelle fonctionnalité, ou ils ont fait même un catalogue de toutes les fonctionnalités qui existent, ils mettent « Ah, ça, c'est accessible à telle ou telle personne. » Et donc, c'est super simple. Nous, après, on va juste comparer les deux tableaux. Est-ce qu'ils ont l'air d'être pertinents l'un avec l'autre? Et donc, comme ça, on a plus de failles ou moins de failles de contrôle d'accès. Donc, comment ça marche derrière? Alors, ça marche que avec les pump.xml pour l'instant, mais si jamais, moi, je fais du Maven, mais si jamais il y en a d'autres qui veulent se chauffer et modifier le code pour le rendre plus générique, c'est avec plaisir. Mais donc, ce qui se passe, c'est il fait un AST, il va aller analyser toutes les annotations qu'il y a, regarder. Parce que j'ai ma souris. Regardez, est-ce que mes annotations, c'est des annotations de contrôleur? Sinon, je ne les prends pas en compte. Et regardez, est-ce que du coup, le pré-authorize que j'ai sur mon contrôleur, c'est bien un pré-authorize? Et est-ce que ça vient bien de Spring Framework Security? Parce que j'ai déjà eu un cas où quelqu'un a vu un test fail dire « il n'y a pas de pré-authorize » et m'a rajouté un pré-authorize qui venait d'une part à créer la notation. Donc maintenant, on vérifie. Donc voilà, c'est aussi de l'itération. Hein. Il y a des nouveaux devs, il y a du turnover, on le sait, il y a des gens à former. Donc voilà, on fait aussi par itération, on refait un QRQC, on analyse ce qui s'est passé. Il y avait eu une mauvaise configuration, on n'était pas aidé, et on met en place la bonne chose derrière. Et on a aussi amélioré le message d'erreur, d'ailleurs, qui n'était pas assez explicite pour les développeurs.
Donc voilà, et on peut aussi mettre notre permit all sur notre route. Si c'est une route qui est publique, qui doit être utilisable par n'importe qui, et hop, on peut mettre notre permit all et on a le test qui fail le bas et on est dans un cas qui marche. Donc ça c'est très cool. Donc je vous ai dit chez Théodo on fait pas que du Spring, on fait plein d'autres choses. Donc on fait notamment du Symfony. Est-ce qu'il y en a qui font du Symfony ici? Ouais, pas beaucoup de mains. Je crois qu'il y en avait 5, mais je ne suis même pas sûre. En tout cas, sur Symfony avec API Platform, quand vous créez ça peut être intéressant pour votre culture générale et pour d'autres gens, si vous connaissez des gens qui font du Symfony avec API Platform, mais quand vous créez une entité, si vous l'exposez, par défaut, ça va créer les routes CRUD qui vont être exposées publiquement, et donc sans contrôle d'accès. Donc ça veut dire que si on veut exposer, par exemple, la route de création d'un utilisateur, et on va peut-être on va rajouter notre contrôle d'accès sur le create. Mais si on ne met pas spécifiquement sur le delete, le delete il va être ouvert à tous. Donc on peut se retrouver dans des cas où n'importe qui peut supprimer les utilisateurs. Donc c'est assez problématique. Et donc nous on fait pas mal de Symfony aussi chez Théodo. Et donc on a aussi créé un petit outil qui s'appelle Accent pour Access Control, je ne sais plus. Quelque chose. On a trouvé un petit jeu de mots sympa, mais maintenant, du coup, j'arrête pas de l'oublier. Et donc, pareil, qui va aller vérifier, passer sur les routes et vérifier qu'on a bien du contrôle d'accès, qu'on n'a pas créé d'entité sans contrôle d'accès. Et voilà, on l'a aussi fait sans API Platform, parce que c'est arrivé sur un projet qu'on avait récupéré pour faire une migration, et où il y avait pas mal de contrôle d'accès qui n'était pas bien géré. Et nous, on fait aussi du Django. Alors, il y a des gens qui font du Django par ici. 0. Bon, bref, du coup, si jamais vous avez des copains qui font du Django, des amis dev, etc., c'est aussi, ça peut être aussi utilisable. On le met, c'est que de l'open source, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à aller contribuer, à mettre des stars si ça vous est utile, si vous trouvez des failles dans votre application avec le Spring Access Inspector. Pas besoin d'écrire j'ai trouvé une faille, même si moi je serais contente de le savoir, mais, mais en tout cas, vous pouvez aussi aller regarder et les faire tourner sur vos projets. Donc là, on a regardé juste le top 1, mais du coup, il y en a encore 9 derrière. Donc, il y a plein d'autres choses à gérer. Je ne parle pas trop du top 2. Nous, ce qu'on recommande chez Théodo, c'est vraiment d'utiliser des standards de cryptographie qui sont vraiment des algorithmes testés par la communauté, qui sont faits par des gens qui s'y connaissent très bien. L'OASP, il recommande d'utiliser plutôt de l'Argon 2 et du Bcrypt. C'est vraiment de l'algorithme standard de cryptographie. Nous, on fait ça et on n'a pas eu on n'a pas eu de problème sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est aussi ce que je recommande. Du coup, on passe directement au top 3. Et donc ça, c'est les injections. Alors les injections, c'est cool parce qu'on en a de moins en moins parce qu'on est protégé par défaut par nos fronts parce qu'ils font de l'encoding par défaut. Donc ils vont remplacer les caractères qui sont HTML, qui sont renvoyés par l'utilisateur pour pas que ça s'exécute. Pareil, on est protégé normalement des injections SQL parce qu'on a des ORM, parce que nos requêtes elles sont paramétrées. Donc on se dit, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Mais en fait, je suis sûre que vous connaissez les dangerously set inner HTML ou les unsafe HTML dans Angular, il y a plein de trucs ou en Vue ou en React. Et donc, ça permet justement de réinjecter du code vulnérable dans son application, parce que parfois on a envie de mettre un peu de couleur, on a envie de permettre à une personne qui écrit un article de blog de pouvoir mettre des H1, H2, de mettre du gras, etc. Et puis, comme il maîtrise un peu les bases de HTML et puis qu'on ne veut pas faire du markdown pour X ou Y raison, on va utiliser ça. Et hop, là, on n'est plus protégé. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une règle de linter qui va justement regarder s'il y a un dangerously set inner HTML et vérifier s'il est bien sanitisé. S'il n'est pas sanitisé, la règle de linter, elle casse. Et alors, c'est arrivé en plus il n'y a pas si longtemps sur un des projets que je suis allée voir. Donc, on trouve un dangerously set inner HTML dans le projet. Et donc, on leur dit « Ah, mais elle vient d'où cette donnée c'est pas sanitisé. » Ils nous disent « Ah, vous inquiétez pas, ça vient de chez nous. » Donc, on dit « Ok, ça vient de chez vous où ?» On regarde, et en fait, ça vient pas de chez eux. Ça vient des commentaires Google.
du client. Donc, il veut afficher dans sa page les commentaires Google. Donc, ça veut dire que si un utilisateur il écrit un script dans ses commentaires Google, et ça se retrouve au milieu de la page. Et puis, là, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller récupérer les cookies de l'utilisateur, on peut faire du defacing, aller récupérer plein d'infos, etc. Et donc, alors, heureusement, en fait, Google fait quand même de la sanitisation. Donc, ils étaient protégés. Mais en fait, il y a plein de cas comme ça où on trouve ce Dangerous Inner HTML et où les devs nous disent « Ah oui, non, mais ça vient de chez nous, c'est bon, ça vient pas de chez eux. » Et du coup, la bonne pratique, c'est quand même de sanitiser par défaut. Et le pire dans ça, c'est que ce Dangerous Inner HTML, en fait, il était dans la doc de Next.js, c'était du Next.js. Et en fait, c'était écrit explicitement, si vous voulez récupérer du JSON-LD, vous écrivez Dangerous Inner HTML dans votre code. Et il n'y a pas de sanitisation. Donc on est en train aussi on a un peu creusé et tout, on est en train d'essayer de corriger cette doc. Donc il y a un de mes collègues qui va faire je ne sais pas s'il l'a déjà faite, mais en tout cas qui voulait faire une PR pour améliorer la doc et au moins mettre un gros warning. Attention à ce que vous faites, là il faudrait peut-être sanitiser. Donc voilà, donc il y a un petit linter, vous pouvez l'utiliser sur vos projets. Bon, je passe un peu, mais du coup ça, on peut aller. Enfin, c'est comment ça marche. Voilà, de toute façon c'est open source, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et c'est utilisable sur du Vue et sur du React et sur du Next aussi d'ailleurs. Voilà, il y a plein d'autres outils qui existent. Dont j'ai pas le temps de parler parce que le top 10 c'est long, parce que le top 10 c'est pas exhaustif, le top 10 de l'OASP, parce qu'il y a plein d'outils qui existent pour plein de choses différentes. Du coup, il y a un repo que j'ai créé il y a un petit peu de temps où je mets justement moi mes outils que je trouve super pour automatiser la sécu. Il n'y a pas eu beaucoup de contributions encore, il y a eu quelques contributions, mais en tout cas, si vous aussi vous avez des outils très cool que vous utilisez pour automatiser, rajoutez-les, ça pourra aider aussi toute la communauté. Du coup, pour conclure, les petits takeaways, le premier point, c'est il faut automatiser, c'est essentiel. Et il y a plein de solutions gratuites qui existent pour automatiser, donc il n'y a pas de... vous n'avez pas d'excuses pour ne pas automatiser. Vous pouvez aller regarder dans le Awesome Security Automation, il y a SameGrab comme on en a parlé, il y a SonarCube, il y a des commandes qui existent pour automatiser la gestion des dépendances, etc. C'est aussi une des parties du top 10 de l'OASP. En tout cas, il y a plein de choses qui permettent d'automatiser, donc c'est essentiel. Deuxième point, c'est il y a plein de failles différentes, et donc il faut mettre en lien justement ces différents métiers, les mettre ensemble. Moi, ce que je recommande, c'est de faire des petites sessions de 45 minutes de temps en temps. Nous, on le fait, comme on a plein de projets différents, on le fait à peu près tous les 6 mois. Et sauf s'il y a des gens qui nous demandent de l'aide, et dans ces cas-là, on essaye de le faire plus souvent. Et donc, on met tout le monde dans la salle, et puis on dit, alors, on va aller regarder le Gemba, on va aller regarder le code réel, vraiment le terrain, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ça arrive quand même de temps en temps qu'on trouve des failles ou qu'on trouve des mauvaises pratiques. Et sinon, on forme juste. C'est quoi l'encoding? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est une XSS? Qu'est-ce que c'est une injection? Qu'est-ce que c'est du contrôle d'accès? Mais en tout cas, ça permet aussi d'avoir un peu cette awareness de sécurité dans l'entreprise. Et le troisième point, c'est il faut analyser ses causes racines. Si vous avez une fourmi dans votre application, probablement il y en a plein d'autres et il y a une fourmilière derrière. Donc, il faut analyser ces failles et mettre en place des points de contrôle pour pas qu'elles se reproduisent dans les applications. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur LinkedIn et puis très chaud pour discuter. Dans une démarche d'amélioration continue, je suis très chaud pour avoir vos feedbacks sur cette conférence. Et j'ai quelques annonces avant de terminer. Et après, je pourrais prendre quelques questions. Donc, on écrit une newsletter qui sort toutes les 3 semaines où on raconte justement, on analyse une faille qui est arrivée dans la presse. Donc pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et justement, on va se dire qu'est-ce qui aurait permis que le développeur ne code pas cette faille. Et donc on met vraiment des petits tips très concrets pour aider les développeurs à mieux corriger et à mieux éviter qu'il y ait des failles qui arrivent dans leurs applications. Du coup, avec un de mes collègues, on écrit un livre, ça s'appelle « Il était une faille », il sort en automne 2024, donc bientôt. Et ça raconte justement toutes ces histoires de sécurité qui sont arrivées. Et si vous voulez mes slides, elles sont disponibles ici. N'hésitez pas, voilà, si ça vous intéresse. Merci beaucoup.
J'ai 4 minutes pour les questions. Oui. Ouais, c'est un très bon point. Donc, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais est-ce que dans les tickets d'API, on ne pourrait pas, par défaut, demander l'autorisation, le contrôle d'accès qui est à implémenter. Donc, on a un peu essayé de faire ça, de mettre des tags, de mettre des sections par type de ticket, etc. Il y a des templates, il y a des équipes qui l'utilisent. Donc, chez qui ça marche bien, mais il y a aussi plein d'équipes qui recréent leurs tickets et puis qui mettent pas les tags ou qui mettent pas la bonne section et qui le remplissent pas. Donc, c'est un peu un travail de formation, de longue haleine, d'apprendre petit à petit dans les équipes. Et vraiment, ce qui marche le mieux, c'est un peu triste, mais c'est quand il y a eu une faille et que justement, on fait cette analyse et qu'on leur montre ce qui s'est passé. Et là, souvent, ils deviennent même promoteurs de ce template, de cette façon de fonctionner. Et donc, c'est cool parce que ça se répand à peu près dans les équipes ensuite. Mais souvent, il y a quand même pas mal de travail au début. Ok. En vrai, c'est cool, hein, mais ça marche pas tout le temps, en tout cas chez nous. Voilà, surtout, il faut mettre le test end-to-end à jour, il faut aller regarder tel truc, il faut qu'il y ait un screenshot si c'est du front, et puis après, on se retrouve avec 20 sections, et c'est pas toujours évident, quoi. Oui. Ouais, c'est un très bon point. On a un Swagger et on a les rôles dessus. Ouais, on a les rôles dessus. Donc c'est assez utile, mais le métier, il l'utilise pas du tout. Ça va être utilisé par les développeurs ou par les gens qui vont consommer l'API, mais pas par notre métier. Donc, ouais. Donc voilà, mais peut-être que ça pourrait être un bon moyen aussi de les utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, merci beaucoup d'être venu et puis bon appétit.